Oui, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très honorée, d'autant plus que je vois que vous êtes très en avance déjà par rapport à nous ici. Donc c'est encore plus un honneur pour moi de venir. Alors, petite précision, je n'ai pas créé Globe 21. En fin de compte, c'était le PETR UXA. Donc l'UXA, c'est l'Union des communautés de communes du Sud de l'Aisne, qui a eu l'idée de créer un pôle d'excellence du bâtiment durable et de l'habitat sain. Et c'est comme ça qu'en fait, l'idée est venue de créer le Globe 21, qui veut dire groupement local du bâtiment écologique du XXIe siècle. Donc il y a une cinquantaine d'entreprises qui sont venues au PETR UXA et une vingtaine qui ont donc créé cette association en 2006 déjà, donc ça fait 15 ans. Voilà. Et donc, on fait partie aussi du réseau bâtiment durable avec Envirobat, alors j'allais dire Grand Est, mais c'est Occitanie. Donc, nous, le voisin, c'est Envirobat Grand Est. On a plusieurs Envirobat en France. Voilà. Alors, biologie, qu'est-ce que c'est ? Donc, alors, petite précision aussi, je suis d'origine allemande. C'est pour ça que cette formation, elle m'a tout de suite parlé. Donc, c'est l'Institut de biobiologie, en fait, à Neubeuern, en Allemagne, qui a été créé en 1983. Donc là, ça fait déjà plus de 40 ans que ça existe. Et justement, donc, ma rencontre avec Globe 21 était toute naturelle. Puisqu'en fin de compte, pour créer un bâtiment le pôle d'excellence du bâtiment durable et de l'habitat sain, rien de mieux que d'avoir cette formation de biobiologue. Donc bio, en allemand, ça veut dire construction, bio, c'est la vie, logie, donc c'est la science de la vie et du bâtiment. Donc l'idée, c'est d'étudier les relations qui existent entre le bâtiment et puis la santé, quoi. Donc tout ce qui influence notre bien-être et notre santé. Alors, on a plusieurs instituts dans le monde. On a un institut aux États-Unis et au Canada pour toute la partie anglophone. On a le Japon, l'Autriche, la Suisse et l'Italie. Donc, pour la partie, donc en Suisse, ils sont trilingues, français, allemand et italien. Et on a un institut en Espagne. Et en France, il a été créé, alors c'était en 2009, je crois. Voilà. Donc, il existe en 6 à 7 langues. Ce cours par correspondance, et on compte 8000 biobiologues dans le monde. Et comme je disais tout à l'heure, on a créé un cluster par ici, c'est à Toulouse, qu'on a le plus de biobiologues en France. Donc vous êtes encore en avance. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un matériau sain ? Alors déjà, il faut que l'écomatériau il soit biocompatible, donc compatible avec notre corps. Donc on peut le comparer avec une troisième peau, donc avec des fonctions d'équilibre de l'ambiance à l'intérieur. Donc il assure des fonctions de protection, de régulation thermique, de régulation de l'humidité et de stimulation des sensations. Donc par exemple, un enduit terre crue, là au niveau du toucher, vous stimulez les sens, que vous n'avez peut-être pas forcément avec des matériaux plus conventionnels. Alors il est dénué d'émanations toxiques pour les utilisateurs et les habitants et de fibres non assimilables par l'organisme, et il n'y a pas de radioactivité. Voilà, donc c'est la différence entre, par exemple, laine minérale, où là où vous avez des fibres qui sont artificielles, comme on dit, et puis les autres fibres, plus des matériaux biosourcés, où là ce sont des fibres qui existent dans la nature et puis à laquelle nous sommes habitués depuis la nuit des temps. Donc la paille, ça a toujours existé. Donc pour nous, c'est moins compliqué, logiquement, à moins qu'on soit allergique, de supporter ce genre de fibres qui sont d'origine naturelle. Un matériau sain ne perturbe pas l'environnement électromagnétique naturel. Vous avez par exemple des matériaux qui sont électrostatiques. Vous avez peut-être aussi du fer, du métal. Par exemple, un lit en métal, ça peut aussi perturber l'environnement électromagnétique, les champs magnétiques terrestres. Alors, maintenant, on s'intéresse à la définition du matériau de réemploi. Alors, je trouve que c'est intéressant quand même d'avoir eu d'abord la définition du matériau sain, parce que quand on fait du réemploi, attention à ce qu'on réemploie, justement. Parce qu'on peut réemployer des choses qui ne sont pas bonnes pour la santé, et c'est ce qu'il faut vraiment éviter.
Alors, je ne sais pas si vous connaissez peut-être les Earthships, les fameuses maisons là, qui sont faites avec des pneus. Ça, pour moi, c'est une décharge. Je ne voudrais pas vivre dans une décharge. Même si c'est enduit en... Voilà. Mais c'est quand vous savez tout ce qu'il y a dans un pneu, enfin, en matière toxique, en substances toxiques, c'est vraiment pas agréable. Donc ça, c'est vraiment à éviter. Alors, pour le réemploi, il y a souvent des confusions dans le langage, on va dire courant. Il y a le réemploi, on entend ça souvent, on entend aussi la réutilisation et le recyclage. Et souvent, les personnes confondent l'un et l'autre. Alors, le réemploi, en fait, c'est quand vous utilisez une porte, enfin, vous la déconstruisez et vous la remettez en œuvre en tant que porte. Ça, c'est le réemploi. Ce n'est pas une réutilisation. La réutilisation, c'est quand vous prenez, par exemple, un volet et que vous le transformez en porte de placard, par exemple. Là, c'est une réutilisation. Ce n'est pas un réemploi. Voilà. Donc là, c'est souvent là qu'on fait la confusion. Et puis le recyclage, là, en fait, c'est du upcycling. Hein, c'est vraiment ce qui arrive en dernier. C'est ce qu'on devrait faire vraiment en dernier. C'est là où on va complètement transformer la matière, on va la broyer, et puis on va faire complètement autre chose. Voilà. Alors, là, je vous ai mis le principe de négawatt. Donc, qu'est-ce que ça fait là-dedans ? C'est un peu bizarre. Mais en fait, l'idée, c'est que, comme pour l'énergie, qu'on ait la même logique, en fait. D'abord, essayer d'être sobre, ensuite, essayer d'être efficace, et ensuite, en dernier, de combler le reste avec des renouvelables. Donc là, je pense aux matériaux biosourcés. Voilà, quand vous avez déjà réduit, on va dire, votre besoin en matériaux neufs, parce que vous avez utilisé des matériaux de réemploi, c'est pour moi la sobriété. L'efficacité, enfin, vous pouvez définir comme vous voulez, mais on peut aussi en avoir moins besoin de matériaux que dans une construction classique, par exemple. Donc, viser l'efficacité. Et puis ensuite, ça veut dire que en termes de matériaux biosourcés, il en faut moins que si on avait la logique de tout vouloir remplacer par les matériaux biosourcés. Bien que je pense quand même qu'on est capable d'isoler la Terre entière avec les matériaux biosourcés. On a suffisamment de fibres qui aujourd'hui ne sont pas valorisées et qui pourront très bien être utilisées. Alors justement, donc là on va parler un petit peu plus de la réglementation déjà, on va commencer. Donc il y a un article, donc c'est le L228.4 du Code de l'environnement. Donc là il prévoit désormais dans le domaine de la construction ou de la rénovation de bâtiments, la commande publique prend en compte les exigences de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et de stockage du carbone et veille au recours à des matériaux de réemploi ou issus des ressources renouvelables. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Et l'objectif de la loi est de valoriser sous forme de matière 70% des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics en 2020. Sachant que les déchets du secteur, le secteur du bâtiment, c'est un grand producteur de déchets. Là, vous avez la répartition des déchets du secteur du bâtiment. Alors, vous voyez qu'on a beaucoup de déchets inertes, donc ça fait quand même 70%, 28% de déchets non dangereux, et les déchets dangereux, finalement, c'est que 1,5%. Pas tant que ça. Donc les déchets inertes, vous avez des exemples, là, c'est les terres, les pierres, les bétons, les briques et les verres. Les déchets non dangereux, c'est le bois, les métaux, le plâtre, les fenêtres. Et les déchets dangereux, c'est l'amiante, les peintures, les solvants, le vernis. Alors on a aussi déjà, en fait, depuis 2016, l'obligation de trier 5 matières. C'est le papier-carton, le métal, le plastique, le verre et le bois. Donc ça concerne toutes les entreprises et tous les commerces. Et puis ça concerne évidemment aussi le secteur du bâtiment. Et puis le maître d'ouvrage, il a des responsabilités. Donc là, pour rappel, tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Donc ça veut dire
le maître d'ouvrage et le producteur de l'entreprise de travaux, ils sont tous les deux responsables des déchets. Et il faut donc tracer ces déchets, donc garder une preuve de l'élimination des déchets vers une filière autorisée. Et puis vous avez dû entendre parler de REP, qui est la responsabilité élargie du producteur. Donc là, ça veut dire que les fabricants, les distributeurs ont pour obligation maintenant de récupérer en fait les matériaux qui ont été déconstruits. Donc tout à l'heure, j'ai entendu qu'il faut limiter les démolitions, mais en fait, il faut effectivement ne plus démolir, mais il faut déconstruire. Parce que quand on déconstruit, eh ben, ça nous fait une bonne source de matières premières, en fin de compte. Donc, quand on déconstruit, on ne produit pas de déchets, enfin, ou moins de déchets, on va dire. Voilà, donc là, c'est un petit rappel aussi de la loi AGEC. Donc, la loi AGEC, donc, elle entre en vigueur le 1er janvier 2022, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et là, en fait, cette loi, elle met en place un diagnostic produits, équipements, matériaux, déchets, donc en sigle PEMD, pour toutes les démolitions et les réhabilitations significatives. Donc là, on est sur des bâtiments de plus de 1000 mètres carrés. Donc le diagnostic devra comprendre une identification et un classement des éléments du bâtiment concerné, une mention de leur état de conservation et une note sur les procédures de dépose et de transport des dits produits, matériaux et équipements. Voilà, donc ça c'est encore un petit peu plus en détail. Alors le diagnostic déchets, c'est quoi ? Donc en fait, il doit être réalisé préalablement au dépôt de la demande de permis de démolir, si l'opération y est soumise, ou sinon préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs aux travaux de démolition. Il doit recenser les indications sur les possibilités de réemploi sur le site de l'opération, l'estimation de la nature et la quantité des matériaux qui peuvent être réemployés sur le site. À défaut de réemploi sur le site, les indications sur les filières de gestion des déchets issus de la démolition, l'estimation de la nature et la quantité des matériaux issus de la démolition destinés à être valorisés ou éliminés. Donc là, c'est un petit peu, voilà, je suis en train de lire, c'est peut-être pas très marrant, mais vous pouvez ensuite récupérer peut-être la présentation. Donc c'est pour que vous ayez toutes les informations de ce que c'est que le diagnostic déchets. Donc là, il y a justement nos voisins Envirobat Grand Est qui ont fait aussi un webinaire il n'y a pas longtemps. C'était lundi, donc j'en ai profité. Je me suis dit, je vais intégrer des petites choses peut-être pour la présentation. Et là, je trouvais que c'était intéressant. Donc c'est l'École nationale supérieure d'architecture de Nancy qui a en fait travaillé sur un outil pour les diagnostics. Donc là, c'est un recueil assisté automatisé des données sur le terrain. Donc avec ça, on peut réaliser une étude des ressources exhaustives et évolutives avec l'avancement du chantier de déconstruction. Donc avec ça, on peut évaluer les potentiels de réemploi pour garantir la remise en œuvre des éléments et matériaux déposés. Donc c'est un outil informatique qui permet de recenser tout ça. Donc ça, je trouvais très intéressant. Alors, qu'est-ce qui se passe sur les opérations traditionnelles ? Donc vous avez le maître d'ouvrage d'un côté, et puis vous avez le maître d'œuvre et les entreprises et fournisseurs, et puis entre les deux, vous avez le bureau d'études. Comment ça se passe pour une opération avec réemploi ? Voilà, sur l'opération avec réemploi, donc là, du coup, vous n'avez pas le bureau d'études, mais on devrait peut-être le mettre, alors vous le mettez où vous voulez, mais c'est pour dire qu'en fait, au niveau, on va voir après, au niveau de la responsabilité, donc vous avez d'un côté le maître d'ouvrage du site prélevé, et ensuite vous avez l'AMO, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, et le maître d'œuvre pour le réemploi. Vous devez faire un diagnostic déchets, et puis ensuite la déconstruction. Ça, c'est de l'un côté. Et puis de l'autre côté, vous avez le maître d'ouvrage du site réemployeur. Voilà. Et lui, donc, il travaille aussi avec le même AMO, maître d'œuvre réemploi, et puis avec les entreprises. Voilà. Donc, ce qui a disparu, si vous regardez bien, en fait, c'est au niveau... c'est le fabricant, en fait, qui a disparu. Et le fait de cette disparition du fabricant, ça pose quand même
la question de la responsabilité. Au niveau assurance, qui est responsable? Donc, est-ce que c'est le diagnostiqueur? Est-ce que c'est le maître d'ouvrage qui a décidé du réemploi? Est-ce que c'est l'entreprise qui a accepté de poser le produit? Ou est-ce que c'est le maître d'œuvre qui intègre le produit dans sa conception? Donc c'est la grande question. Alors, quand on a fait notre Mardinal, on avait la chance d'avoir un courtage d'assurance et de gestion de risque qui était avec nous, qui s'appelle Marche, et il nous a donné des réponses. Alors, il nous a donné la réponse: un élément d'équipement qui soit destiné à fonctionner ou non peut entraîner la responsabilité décennale d'un constructeur si cet élément entraîne une impropriété à destination de l'ouvrage ou si celui-ci est atteint dans sa solidité. La présomption de responsabilité de l'article 1792 pèse sur le constructeur. Et ce qui est important aussi à retenir, c'est qu'un matériau de réemployé doit pouvoir justifier d'une durabilité à minima de 10 ans dès qu'il est réinstallé dans un ouvrage. Parce que c'est ça, en fait, la grosse difficulté aussi, quand on réemploie un matériau, combien de temps il va durer. Donc on a bien aussi besoin de cette assurance qu'il dure au moins 10 ans. Alors, les assurances, comment ils considèrent ce matériau de réemploi? Donc là, c'est un petit peu comme avec les matériaux biosourcés. Pour certains, on n'a pas forcément des avis techniques ou des règles professionnelles. Et dans ces cas-là, ça rentre dans les techniques non courantes. Donc on a cette même possibilité en fait pour les matériaux de réemploi. Donc les assureurs, souvent, considèrent le matériau de réemploi comme une technique non courante. Et puis il y a d'autres moyens de faciliter l'assurance du réemploi des matériaux. Donc déjà, ça peut être quelque chose qui peut être envisagé dès l'origine par le fabricant dans le cycle de vie du produit. Ou alors, c'est même le fabricant qui propose le réemploi de ces produits. On peut aussi faire attester la conformité du produit par un organisme comme le CSTB, ou alors élaborer des règles professionnelles par famille de produits. Voilà, donc on a tout à l'heure, il y avait le bureau d'études qui vous a posé des problèmes. Donc là, il a un rôle intéressant aussi, c'est le contrôleur technique et le réemploi. Donc, comment trouver ce contrôleur technique? C'est pas toujours évident, donc il faut quand même que ce contrôleur soit motivé par le sujet. C'est pas le cas de tout le monde. Donc là, on a trouvé un dans le Grand Est qui s'appelle, je vous donne le nom, François Brun, de BTB consultant. Peut-être qu'il y en a ici aussi, je ne sais pas. Donc, il faut qu'il y ait un partage des rôles entre l'assistance de la maîtrise d'ouvrage et puis le contrôle technique. Alors là, c'est une inspiration. C'est la Grande Halle près de Caen. Donc c'était en fait la société métallurgique de Normandie. En fait, c'était une friche industrielle qui a été réhabilitée, et elle a été réhabilitée notamment par des matériaux de réemploi, des radiateurs en fonte, des fenêtres, etc., des portes. Il y a beaucoup de choses qui ont été réutilisées. Un autre exemple, c'est Möbius, qui est souvent aussi cité, qui est très en avance aussi sur tout ce qui est réemploi. Donc là, ils ont eu le problème d'avoir plein d'huisseries en fait, qui ont été commandées, qui n'avaient pas la bonne dimension. Et plutôt que de jeter ces huisseries, ils se sont dit, on va faire une exposition avec. Voilà. Donc là, vous voyez, ce sont plein d'huisseries sur lesquelles qui est devenue en fait une exposition. Alors cet été, on a été en Allemagne, dans ma ville natale, et on a visité, alors c'est en chantier pour l'instant, mais c'est en fait un atelier, salle de recherche de l'université de Kaiserslautern. Et là, c'est un bâtiment qui va être construit sans colle, sans vis et sans dalle béton. Donc pour nous, les Babelocs, c'est vraiment le rêve. Moi, je pensais vraiment naïve comme je suis que c'était pour des raisons de santé, mais en fait non, c'est pas vraiment pour des raisons de santé, c'était vraiment pour l'idée de pouvoir démonter en fin de vie le bâtiment complètement et de peut-être le remonter ailleurs ou d'utiliser les éléments en vue de le réemployer. Voilà, donc tout est fait pour que ça se déboîte, en fin de compte, c'est emboîté, déboîté.
Alors, on a participé, on organise avec le réseau bâtiment durable le congrès national du bâtiment durable. Le dernier a eu lieu à Strasbourg. Enfin, c'était un petit peu compliqué parce qu'on l'a fait pas mal aussi en visioconférence. Et on a eu l'honneur d'une architecte allemande qui nous a présenté en fait un projet de déconstruction de barres de HLM. Alors en Allemagne de l'Est, il faut savoir que l'Allemagne de l'Est perd des habitants. Parce que les habitants déménagent ou parce que voilà, c'est la désindustrialisation aussi qui fait que y a pas mal de villes qui du coup se retrouvent un peu avec des habitations vides, avec des HLM qui sont du coup vides. Et donc plutôt que de tout déconstruire, tout démolir, ils ont eu l'idée de faire juste des déconstructions partielles. Donc on garde les premiers étages et puis on les réhabilite. Alors, je trouvais que l'idée n'était pas mauvaise parce qu'on garde quand même ce dont on a besoin et puis on déconstruit juste le superflu. Et puis quand vous regardez les images, je trouve que ça, voilà, au niveau visuel, esthétique, ça n'a plus rien à voir. Et à mon avis, performance thermique aussi. Donc là, on voit comment ils déconstruisent proprement, parce que ça doit pas être évident quand même. Donc ils ont des engins un peu spécifiques pour ça. Et donc on voit les éléments qui ont été démontés, qui sont par terre, et puis qui peuvent être après remontés. Et là, on retrouve les différentes notions de recyclage, de réemploi et de réutilisation, parce qu'ils peuvent tout appliquer en fin de compte sur le même chantier. Donc on peut avoir du broyage, quand on broie les différents matériaux qu'on ne peut plus réemployer, on en fait du recyclage. Et puis on fait du réemploi avec les éléments qui ont été démontés, qui ont été remontés ailleurs, pour des constructions plus petites. Et en bas, vous avez un exemple de réutilisation, où vous voyez qu'il y a des éléments qui ont été repris, mais pour un aménagement paysager. Donc là, c'est juste un rappel de ces trois notions-là. On peut aussi on peut retrouver ces notions-là aussi dans l'utilisation d'un seul élément de construction. Par exemple, vous prenez une poutre. Cette poutre, vous pouvez la réemployer en tant que poutre. Mais vous pouvez aussi la réutiliser en tant que poteau. Et ensuite, vous pouvez la recycler en tant que parquet, panneau ou je ne sais quoi. Et puis à la fin, il peut être incinéré. Donc cette poutre, en fin de compte, du début jusqu'à la fin, il peut avoir plusieurs vies. Et de cette manière-là, cette matière-là, elle aura vraiment été jusqu'au bout de tout ce qu'on peut en tirer. Donc à chaque étape, vous avez évité de prendre un matériau nouveau. Voilà. Donc on peut avoir des utilisations différentes. Voilà, alors on arrive sur l'idée des plateformes physiques de réemploi. Alors ça, justement, c'est très intéressant parce que jusqu'ici, en fait, souvent, on avait un chantier de déconstruction et puis en parallèle, on avait le chantier de construction. Mais c'est très compliqué parce que il faut que ce soit hyper bien coordonné. Et c'est pas toujours évident parce qu'au niveau du timing, ça ne colle pas toujours. Alors l'idée d'une plateforme physique de réemploi, ça permet en fait de stocker le matériau et d'avoir recours à ce matériau quand on en a besoin. Et donc on peut aussi très bien concevoir un projet à partir des matériaux qu'on peut trouver dans cette plateforme. Donc on n'est pas obligé d'aller trouver un chantier de déconstruction parce que de toute façon on ne pourra peut-être pas forcément utiliser tout ce qui était dans ce chantier-là. Et ce dont on a besoin, on ne trouve peut-être pas forcément, et ce qu'on trouve, on ne sait pas quoi en faire. Alors que là, dans une plateforme, tout est en fait rassemblé, et c'est comme un magasin en fin de compte où on vient faire ses achats, quoi. Et puis il y a aussi les plateformes numériques de réemploi. Donc là aussi, c'est pas mal parce que ça permet aussi de trouver peut-être le matériau plus facilement,
même si ce n'est pas forcément dans votre coin, si ce n'est pas forcément en Occitanie, ça peut être dans le Grand Est par exemple, mais si c'est quelque chose de bien spécifique, ça peut quand même valoir le coup de regarder et puis de le faire venir. Alors, les missions donc, de cette plateforme, donc on a déjà parlé du diagnostic déchets et diagnostic ressources. Donc voilà, ça c'est plus c'est plus les architectes qui vont être amenés à faire ce genre de diagnostic. C'est des services d'assistants à maîtrise d'ouvrage aussi. C'est des bureaux d'études d'environnement qui peuvent être intégrés à la plateforme réemploi. Ensuite, vous avez le démontage sélectif en vue du réemploi. Donc ça, c'est une création d'emplois pour les artisans, sachant que là, les artisans, ils doivent bien être formés. Parce que ça peut être pas n'importe quel artisan qui peut comme ça savoir ce qui est réutilisable. Ça demande quand même un petit savoir-faire, une petite formation, et surtout aussi de savoir, pas seulement qu'est-ce qui peut être déconstruit et qu'est-ce qui peut être à nouveau remis en œuvre, mais c'est aussi la question, qu'est-ce qui vaut le coup au niveau financier aussi. Parce que malheureusement, c'est toujours aussi le nerf de la guerre. Est-ce que ça vaut le coup de démonter cet élément-là alors que dans le commerce, il coûte vraiment pas cher et qu'il a des meilleures performances. Des fois, on s'y retrouve peut-être pas forcément parce que contrairement à ce qu'on pense, le réemploi, c'est pas forcément moins cher. Parce qu'il faut quand même démonter, ça demande quand même une certaine logistique et on le fait plutôt pour des raisons, on va dire, éthiques, écologiques, et parce qu'il y a besoin, parce que on manque de ressources, c'est plus ça. Voilà, donc ensuite, il y a l'idée du dépôt, donc c'est la plateforme en fin de compte, le dépôt de matériaux de réemploi, et là, c'est la création d'emplois pour les magasiniers. Donc là, on peut valoriser les matériaux, il faut les nettoyer, il faut les remettre en état, les reconditionner. Et puis là, c'est l'étiquetage des prix. Donc il faut aussi avoir l'idée de combien ça peut coûter. Et puis à la fin, vous avez le magasin de vente et d'administration. Et puis là, c'est comme un magasin, tout simplement, avec des commerciaux, avec du personnel administratif, etc. Donc là, il faut gérer les stocks, les achats, les enlèvements, il faut faire de la communication, il faut fixer les prix, et puis faire de la vente, facturation, comptabilité, comme dans un magasin normal. Alors, la forme juridique de ces plateformes, déjà, on est dans l'économie sociale et solidaire. Et puis, à Strasbourg, par exemple, vous avez l'exemple d'une SIC, d'une société coopérative d'intérêt collectif. Et ça permet en fait de rassembler des acteurs privés, publics, les salariés et citoyens autour d'un projet économique commun et faire émerger un nouveau modèle coopératif de développement local. Donc en fait, chacun peut devenir actionnaire. Donc ça c'est intéressant parce que même avec 1 euro symbolique, on peut déjà être actionnaire d'une telle société coopérative d'intérêt collectif. Et du coup, on a un droit de parole. Voilà. Donc, tout ce que je viens de vous présenter, enfin, pas tout, mais une bonne partie, je l'ai appris dans la formation en ligne du réseau bâtiment durable, qui s'appelle le réemploi, matière à bâtir. Il y a eu plusieurs sessions, je crois qu'il y a eu 3 en tout. Peut-être qu'il faut surveiller. Quand vous allez sur le MOOC bâtiment durable, vous pouvez surveiller, c'est encore une autre formation en ligne qui est peut-être proposée prochainement. Avec le réseau bâtiment durable, on a aussi édité une brochure qui s'appelle l'économie circulaire, un enjeu phare au cœur du réseau bâtiment durable. Donc là, vous avez plein d'exemples aussi dans toute la France, en fait, des autres centres de ressources. Et puis, Envirobat Occitanie va bientôt proposer 2 formations. Donc il y en a une à Toulouse. C'est l'introduction aux méthodes et techniques de réemploi des matériaux de construction et d'aménagement, donc le 20 et le 21 avril. Et puis à Montpellier, donc c'est le 1er et le 2 juin. Donc c'est diagnostic PEMD et ressources, détecter la réemployabilité des matériaux. Et encore d'autres dates qui sont prévues. Donc il y a la table ronde le 21 avril à la Palanquée à 7, donc là c'est l'occasion pour moi de revenir dans 2 semaines avec d'autres intervenants. Et puis il y a donc le CAE qui réorganise
également une table ronde avec des acteurs locaux. C'est le 19 mai, voilà, avec Aprionis, MRBC et Cyclei Source. Et Envirobat Occitanie. Voilà. Alors, je vous ai mis des liens de plateformes existantes, voilà, que vous pouvez consulter. J'aurais pu mettre aussi, voilà, ce que j'ai appris lundi, c'était Envirobat Grand Est, qui a créé une association qui s'appelle Remise, qui m'a l'air très bien aussi, qui sont en train de s'organiser au niveau régional et qui crée plusieurs plateformes un petit peu dans toute la région. Donc je trouve que c'est très bien aussi de faire cette démarche au niveau régional et de créer voilà, des plateformes à plusieurs endroits. Nous aussi, on a pensé éventuellement d'aller dans ce sens-là. Alors, on ne sait pas très bien si on regroupe ou pas, sur plusieurs communautés d'agglomération, pour peut-être regrouper aussi. Voilà, il y a différentes possibilités. Donc, il y a Remise. Et puis, il y a aussi un outil en ligne bientôt où ils vont... Je trouvais que la démarche vraiment très intéressante. Donc, c'est inspirant. Donc pour aller plus loin, vous avez quelques liens aussi. Donc il y a le MOOC bâtiment durable, c'est ce que je vous ai déjà dit. Il y a des cahiers du FFB. Et puis il y a le guide de Démoclès. Voilà. Donc là, c'est les liens de Globe 21, de mon lien aussi, et puis celui de l'Institut français de biologie. Voilà, donc je suis à disposition pour toutes vos questions. Merci.